Le mari a pris des couches jetables, lui a jeté dans la tête en lui disant « n'oublie pas tes couches ». Énormément de culottes menstruelles aujourd'hui contiennent des PFAS. C'est des matériaux qui ne sont pas bons pour le corps. Ma mère est historienne. On a créé ensemble sur une machine à coudre une première lingerie. Et ma grand-mère disait « c'est incroyable, ça ressemble à ce que j'avais, les langes, etc. » Bienvenue dans Murmure, le podcast où l'on parle tout bas de ce qui nous traverse fort. Aujourd'hui, nous allons parler corps, règles, tissu et confort avec Chonéade de Grémont. Fondatrice des Petites Culottées et maintenant Chonéade, une marque de culottes menstruelles en lin fabriquée en Normandie. Mais surtout, une femme qui, à l'époque où on versait du liquide bleu sur des protections hygiéniques, nous parlait déjà des règles sans tabou. Merci Chonéade d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation de toi ? Avec plaisir. Donc, je suis Chonéade Potard d'Aigremont, l'heureuse fondatrice de la marque Chonéade, une marque, comme tu l'as dit, de lingerie féminine, une ode à l'enfance et à la féminité. J'ai 31 ans et je suis passionnée également de chant. Je suis soliste à la cathédrale de Rouen depuis que j'ai 7 ans. Oh, on ne s'attend pas à ça. Merci pour cette présentation. Tu nous dis du coup que tu es la fondatrice de Chonéade. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as créé cette marque de culottes menstruelles ? Absolument. Alors en fait, faut revenir en 2013, à l'époque où je suis arrivée en école de commerce. Mon père m'a proposé de faire un caddie de course pour mon appartement, pour ma première semaine de cours. Et j'étais dans le rayon des serviettes hygiéniques, tampons, etc. Et j'ai été nez à nez avec un jeune couple avec un bébé en bas âge. Et le mari a pris des couches jetables, donc pour les femmes, lui a jeté dans la tête en lui disant « n'oublie pas tes couches ». Donc là, c'était la douche froide, je ne comprenais pas du tout. Déjà, pour moi, elle avait un bébé, donc il lui fallait des couches pour le bébé et non pas pour elle. J'ai pas forcément compris, j'ai directement tourné la tête vers mon père en lui disant « mais pourquoi elle a besoin de couches ?» Et là, il m'a dit « écoute, ta mère t'expliquera mieux, mais après un accouchement, il y a des fuites urinaires, il y a plein de choses qui se passent dans le corps d'une femme. Elle doit devenir une maman et en même temps rester une femme. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a des couches. » Donc là, en 2013, personne ne m'avait parlé de ça, je ne savais pas du tout. Et j'ai commencé un peu à creuser le sujet. Et de fuites urinaires, on a découlé les menstruations et plein d'autres choses autour. Ok, donc hyper violent déjà comme moment à vivre. Et du coup, c'est ce jour-là, en 2013, que tu t'es dit « je veux faire quelque chose pour ces femmes qui… Ouais, en fait, ça c'était un vendredi et je commençais les cours le lundi. Et le premier cours, c'était comportement du consommateur. Et on devait créer, on avait en fait… hasard de dingue. Voilà, on devait faire une idée d'une société. On avait 2 heures, en groupe de 2. Et donc avec un ami à l'époque, avec qui j'étais au lycée, on était ensemble à ce moment-là sur ce cours-là. Et je lui ai dit, viens, on va faire un truc, c'est on prend une culotte où on colle un patch à l'intérieur qui est lavable pour les fuites urinaires, pour les femmes après l'accouchement. Okay, donc on est parti là-dessus pour un truc lavable en comportement du consommateur avec l'environnement, etc. Et au fur et à mesure, au sein de mon école de commerce, on avait toujours plein de projets à faire et on pouvait choisir le projet. Donc pendant toute cette année-là, à chaque fois, j'ai pris ce projet-là en me disant c'est marrant, ça plaît à tout le monde. L'ami à l'époque, c'était un garçon. Tous les garçons étaient super fans du concept parce qu'ils avaient soit leur maman, soit leur sœur. C'est trop bien. Et je me suis dit, ça peut être chouette, on continue là-dessus. Et de fil en aiguille, a commencé à mûrir l'idée de la marque dès 2013 en fait. Dès 2013. Et j'ai vu que tu avais beaucoup voyagé aussi. Est-ce que lors de tes voyages, ce concept a grandi? Est-ce que tu t'es inspiré d'autres cultures ou tu t'es dit qu'il y avait des besoins dans d'autres pays ou dans d'autres sociétés et ça t'a aidé pour continuer justement le développement de ce projet? Justement, tu touches un point assez essentiel. Mes voyages à l'étranger ont été vraiment marqués par ce projet-là, puisque dans mon cursus, c'était un cursus international, donc j'avais la possibilité d'aller à l'étranger et de choisir mes destinations, selon en fait les scores qu'on avait à l'école. Donc j'ai pas mal travaillé pour aller dans les destinations qui me plaisaient le plus par rapport au projet. La première, ça a été le Maroc, là où la place de la femme est assez controversée, là où on a des fortes chaleurs. Et du coup, une serviette hygiénique, un tampon avec 30-40 degrés, c'est pas forcément idéal, sachant que de par la religion, certaines femmes ne peuvent pas mettre de tampon. Donc ça, je l'ai appris à ce moment-là. Et en fait, mon idée de base, c'était les fuites urinaires.
pour justement le passage postpartum après l'accouchement. Et en allant au Maroc, j'ai découvert ce côté-là pour les tampons, où j'ai pensé à des maillots qui pouvaient récupérer les flux pendant les règles. Ensuite, j'ai fait le choix de partir en Russie, là où la place de la femme est assez controversée, mais on n'a pas des fortes chaleurs, mais des températures très basses. Donc à moins 40, ça peut être assez compliqué avec un jean, un frottement, etc. Et j'ai fini par la Norvège, un pays vraiment très développé sur le développement durable et toutes ces choses-là. Ils sont très avancés. Donc ces 3 pays-là m'ont permis de construire le projet. Et j'ai eu la chance de terminer avec un moment où on était les 10 meilleurs Français dans mon école et 80 étrangers, où là j'ai pu avoir un panel de pays au quotidien qui ont pu m'épauler à travers ce projet. Voilà. C'est incroyable. Et du coup, en fait, ce qui est fou, c'est que dès ton entrée à l'école, tu savais déjà que ce projet dictait un petit peu en fait, et guidait tes choix, dont tes choix de voyage. Et je trouve ça magnifique. Et est-ce que du coup, dans ton entourage, dans ton environnement, c'était un sujet tabou? Est-ce que tu en parlais? Est-ce que tu as été sensibilisée à ça autour de toi déjà? Alors, je vais avoir 2 casquettes à ce moment-là. C'est que je suis dans une famille où on n'a pas forcément de tabou, où tous les sujets sont abordables. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mon père, il est né de 7 enfants, donc les sœurs et sa maman, ça le connaît. Quand j'ai eu mes premières règles, ma maman travaillait et j'avais un gala de danse. Donc c'est mon père qui m'a justement donné mon premier tampon, parce que c'était obligatoire pour le gala de danse, et qui m'a expliqué... C'était obligatoire de porter un tampon? Ouais, avec un juste corps, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas mettre de serviette hygiénique, j'avais 14 ans. Okay. Et donc c'est mon papa qui m'a expliqué comment je devais aller mettre mon tampon. Donc c'est une chance inouïe que j'ai eue dans ma famille d'avoir un sujet absolument pas tabou. Toutefois, je suis issue d'une famille catholique où j'ai grandi dans des établissements catholiques, avec des familles et des amis où forcément, si vous avez mal au ventre à 15-16 ans, à table chez vos amis, vous n'allez pas dire que vous avez mal au ventre et que vous avez vos règles. C'est un sujet qui est assez tabou. Donc j'ai vraiment 2 casquettes et j'ai vraiment connu dans la société où on ne parlait pas des règles. Mais tu avais quand même un cercle proche qui était vachement ouvert là-dessus et tu pouvais parler librement à ta famille de ça. C'est top. Tu as décidé de créer ta marque en Normandie. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Normandie? Est-ce que tu es née ici? Est-ce que tu avais une attache en particulier avec la région? Alors, en fait, du coup, j'ai fait mes études en Normandie, au Havre et à Caen, à l'école de commerce, l'EM Normandie, plus forcément mes expatriations. Mais toutefois, quand j'ai lancé ma marque, c'était en 2018. J'étais pas encore diplômée, j'étais toujours à Caen. Et après avoir voyagé, finalement, j'ai vraiment eu la chance de parcourir le monde et de revenir à l'essentiel, à ce qui me plaisait vraiment, à la France et à mon attache normande en tant que rouennaise. Donc il y avait vraiment ce choix-là et un autre choix qui est quand même dicté par les matières nobles qu'on peut cultiver ici avec l'or bleu de la Normandie. C'est vrai que le lin est vachement connu en Normandie. Et du coup, tu disais que tu as créé en étant toujours en cours. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement ce choix de créer alors que tu n'es pas diplômée, les risques que tu peux potentiellement prendre en créant? Est-ce que tu avais des craintes? Pour rien te cacher, en 2013, quand je suis arrivée à l'école, j'ai eu ce projet-là. Mais je me suis toujours dit, j'adore entreprendre, mais je ne vais pas faire ça tout de suite. J'avais un peu le stéréotype qu'on nous a infligé en étant enfant, de dire on est entrepreneur à 40-50 ans. Je parle de l'époque en 2013. Oui, aujourd'hui, totalement. je dis ça en 2025, ça paraît complètement improbable. Mais à l'époque, on nous disait souvent, il faut se faire ses armes, il faut avoir un vrai bagage et on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Et donc en 2013, j'étais persuadée que j'allais bosser dans une grande boîte et que je créerais ma marque à 50 ans. Et finalement, en étant en dernière année, donc en Master 2, j'étais en Start-up et développement numérique. Et à ce moment-là, je faisais mon mémoire sur le Made in France, l'Origine France Garantie et le comportement du consommateur face à ce label Origine France Garantie. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler sur le mémoire et je me suis rendu compte que mon projet était vraiment abouti, que ça faisait 5 ans que je bossais dessus quasiment. J'ai commencé à chercher les ateliers, etc. Et de fil en aiguille, du jour au lendemain, j'ai déposé le nom de la marque, j'ai fait les premiers prototypes et j'ai refusé un CDI que je pouvais avoir dans une grande marque
pour lancer ma marque en plein milieu de l'année. Enfin, ça a été complètement naturel et pas du tout prévu. Donc j'avais un destin qui était un peu les destins tout tracés qu'on peut avoir quand on arrive dans des études de commerce en se disant je vais faire mon bagage, mes armes dans une grande boîte et après je verrai ce qui se passera. En fait, c'est hyper naturel. Même quand tu le racontes, le parcours est vraiment fluide et naturel. Et tu parlais du coup du fait que tu as cherché les premiers ateliers. Est-ce que tu peux nous parler de ta première culotte du coup, que tu as créée, l'histoire autour de cette première culotte qui a été créée du coup en 2018? Oui, c'est ça, exactement. Du coup, cette première culotte, donc c'est un projet, comme je disais, où j'ai travaillé avec mes camarades de classe, mais également avec ma famille. Parce qu'il faut savoir du coup que ma mère est historienne et en fait, elle connaît énormément les savoir-faire d'antan, les matières utilisées, etc. Et donc on a beaucoup parlé des langes de l'époque qui étaient utilisées en guise de serviettes hygiéniques, des matières comme le lin, comme le coton, etc. Donc on a créé ensemble sur une machine à coudre, une lingère qu'on a plus tous ou moins chez nous, une première lingerie. C'est incroyable. Donc on a fait un prototype ensemble parce qu'elle projet vraiment coudre et on a fait ce projet-là. Et ma grand-mère à l'époque qui était encore là nous disait ah mais c'est incroyable, ça ressemble à ce que j'avais, les langes, etc. Enfin voilà, ça a été vraiment une histoire un peu familiale finalement. C'est incroyable. C'est génial que du coup vraiment pour le coup ta famille qui a participé à l'élaboration de la première culotte. C'est super. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une culotte menstruelle? La définition d'une culotte menstruelle? Alors, du coup moi j'ai un terme qui est quasiment similaire, mais à la place de mettre culotte menstruelle, j'appelle ça une lingerie menstruelle. Parce que tu peux Je pars du principe qu'une lingerie, c'est la première pièce qu'on enfile le matin, la dernière qu'on retire le soir, et on a vraiment ce côté lingerie qui parle du haut comme du bas, et pas simplement la culotte qui a cette forme de culotte. Donc c'est une petite subtilité. Peut détourner aussi en différentes. Exactement. Et donc voilà, cette lingerie menstruelle, ça va être des différentes couches de tissu qui vont avoir une technologie précise. Donc pour que ça soit hyper simple et qu'on comprenne tous, on va avoir une flanelle soit de coton, soit de lin, qui va, elle, drainer le flux. Donc c'est celle qui va être en partie directe en contact avec les muqueuses, les parties génitales. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir une couche qui va être en micro-bouclettes, un peu comme une serviette de toilette. Donc, c'est des micro-bouclettes qui vont absorber... Juste en dessous de la première couche. Juste en dessous de la flanelle qui est en contact direct avec les muqueuses. Ces micro-bouclettes vont absorber et drainer le flux. Et ensuite, on a une partie imperméable qui, elle, va éviter les fuites. Et après, on a la dernière partie de coton ou de lin, en fait. Donc, ça fait vraiment plusieurs couches qui sont entreposées les unes sur les autres, qui vont permettre de récupérer le flux et de le garder. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte au niveau de fuite ou d'odeur, vu que là, on n'est vraiment que sur du tissu? Parce que, par exemple, on est habitué... du coup, on a un certain âge, j'abuse, mais... on a l'impression qu'avec une serviette hygiénique où on va retrouver plein de plastique et autres, on a cette assurance de ne pas avoir de fuite ou autre. Est-ce que là, le fait que ça soit que du tissu, il n'y ait pas un risque de fuite ou d'odeur, quelque chose qui nous fait un petit peu toute peur à toutes, hein. Ça fait partie des deux plus grosses peurs qu'on retrouve en général. Je comprends totalement. Après, il faut revenir à nos premières serviettes hygiéniques ou nos premiers tampons. Quand on les a mis, on ne s'en rappelle pas, mais à l'époque, on a eu cette crainte. On a demandé à nos copines, est-ce que j'ai une tache? Est-ce que voilà. Donc ça, tout ça... Je le demande toujours. ça arrive toujours, on le fait tous aujourd'hui. C'est ça. Et donc du coup, peu importe ce qu'on va utiliser, que ça soit un tampon, une serviette, une cup, une culotte menstruelle, on a toujours, pour la première utilisation, cette impression et cette peur de la fuite. Après, que ce soit du tissu, ça ne change pas grand-chose. Il faut simplement prendre la lingerie qui va être la plus adaptée à ses besoins. Je m'explique. Aujourd'hui, on a, comme pour les tampons et les serviettes, cette alternative de lingerie menstruelle à plusieurs flux. Flux léger, flux moyen, flux abondant. Donc, quand on connaît un peu son cycle, quand on connaît un peu son flux, il faut simplement prendre la lingerie la plus adaptée. Et à l'époque où tu as créé, il y avait pour une sorte de flux, ou tu avais déjà cette idée d'avoir une lingerie adaptée à chaque flux? Alors, dès la création de la marque en 2018, ça c'est hyper important, il y avait une première lingerie qui était pour les 12-14 ans, donc dès les premières règles,
pour 2 flux, un flux moyen et un flux abondant. Et pour les femmes du 32 à l'époque au 52, il y avait aussi flux moyen et flux abondant. Donc on avait déjà 2 flux parce que j'avais pris en compte cette chose-là, mais je n'avais pas encore développé le flux léger. C'était déjà hyper avant-gardiste pour le coup. J'ai pas le souvenir en 2018 d'avoir vu énormément. Maintenant, c'est vrai qu'on en voit un petit peu partout dans les magasins. Enfin, toutes les marques s'y sont mis et c'est hyper normalisé qu'une marque qui se lance qui s'intéresse aux règles se lance dans les culottes menstruelles. Mais c'est vrai qu'en 2018, trouver du coup cette subtilité d'avoir une culotte, déjà tu pensais aux adolescentes aussi, quelque chose qu'on voit pas beaucoup même aujourd'hui, et faire la distinction entre les 2 flux, je trouve ça incroyable pour le coup. Petite question, environnement maintenant, parce que du coup tu as choisi de travailler avec la matière noble qui est le lin normand. Est-ce que tu as fait ça aussi par choix écologique, par rapport à l'environnement, par rapport à travailler local? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte dans ton processus de création? Alors, en fait, quand j'ai lancé la marque, je rêvais de travailler le lin, parce que c'est une matière déjà très noble, comme tu l'as souligné, mais aussi parce que c'est une matière locale. J'ai grandi en Normandie, au milieu des champs de lin, et vraiment, c'est une matière qui est fabuleuse, parce que rien ne se perd, tout se transforme, contrairement à d'autres matières. Malheureusement, à l'époque, c'était impossible de travailler le lin. Beaucoup trop compliqué, il n'y avait pas les bonnes machines, il n'y avait pas les bonnes technologies, etc. Donc c'était une petite idée qui germait au fond de moi, et je tentais de pouvoir travailler le lin. Et au moment où il y a eu une filature qui s'est dit on va récupérer les machines qu'on avait délocalisées en Pologne et on va reformer des personnes dessus, retrouver le savoir-faire d'antan et créer, retravailler vraiment le lin au maximum. Oui, il y a eu une vraie relocalisation du lin en Normandie. Il y a eu une brèche, j'ai continué de bosser au maximum là-dessus. Et je me suis efforcée de trouver tous les ateliers qui étaient possibles pour ce projet-là. Et j'ai réussi, grâce à un atelier qui s'appelle Safilin, qui est dans le nord de la France, à Béthune, à prendre un fil de lin qui va pouvoir non pas être tissé comme on connaît pour les chemises ou pour les nappes, mais qui va pouvoir être tricoté, ce qui va nous apporter en fait une élasticité et nous créer un jersey, comme le jersey de coton qui est très élastique dans une lingerie, mais en lin. Donc là, ça a été le moment un peu magique où la première pièce qui est sortie de cet atelier-là, c'était la nôtre. C'est incroyable. Et est-ce que du coup, ça évite le côté choc toxique dont on nous parle beaucoup, qu'on peut retrouver dans les protections hygiéniques classiques, comme les tampons, les serviettes et autres? Est-ce qu'avec les culottes menstruelles, ce côté choc toxique est beaucoup moins présent? Alors, il va être beaucoup moins présent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le choc toxique, c'est quelque chose qui peut arriver de diverses façons. Ça peut arriver dans de très rares cas, ça peut arriver après une opération chirurgicale, un rendez-vous médical, dès qu'il va y avoir un contact finalement, il peut y avoir une bactérie qui va se créer et qui va créer le choc toxique. Très souvent, on va nous dire de ne pas garder un tampon trop longtemps. Donc j'ai rien contre, chacun a sa protection hygiénique. Il faut juste savoir vivre avec et vraiment l'utiliser à bon escient. Donc un tampon, surtout les Super Plus ou autres, on a tendance à les garder longtemps et pas les retirer quand il le faut. Il ne faut pas garder quelque chose plus de 4 heures. Parce qu'après, il va y avoir une macération à l'intérieur et ça peut justement créer ce choc toxique et avoir ces bactéries. Donc ça veut dire que même si sur le tampon c'est écrit 8 heures de protection, au bout de 4 heures, on l'enlève et on le change, quoi. Exactement. Donc avec justement les culottes menstruelles, on va avoir cette chance, c'est qu'il n'y a pas un corps étranger à l'intérieur de notre corps, mais c'est vraiment quelque chose qui va être à l'extérieur et qui va récupérer et drainer le flux. Donc finalement, comme on n'a pas de corps étranger à l'intérieur, on va pas... le risque est beaucoup moins présent. Le risque est vraiment très peu présent. Il peut arriver si on a des matériaux qui ne sont pas des matériaux de qualité, si on a, malheureusement, il y a énormément de culottes menstruelles aujourd'hui qui contiennent des PFAS. C'est des matériaux qui ne sont pas bons pour le corps. Et du coup, pourquoi les mettre dedans ? Parce que ça a des moindres coûts. C'est vraiment une question d'enfant, mais... Les culottes menstruelles à fabriquer, ça peut être très cher si on choisit les bonnes matières. Et malheureusement, comme tout, si vous voulez les fabriquer à moindre coût, ce qui est le moins cher, généralement, ça va être les plastiques. Donc, si vous prenez, un pull en laine, il va être plus cher à produire que si vous prenez quelque chose en polyester.
Mais le polyester il contient du plastique alors que la laine n'en contient pas. Du coup, tu parles de prix. Est-ce que sur la longue durée, porter une culotte menstruelle, du coup, coûte plus ou moins cher que des protections hygiéniques classiques comme les serviettes, les tampons? Alors, en fait, c'est à l'achat, c'est un petit investissement en plus. Je dis petit, mais finalement, c'est un investissement en plus. Mais je ne sais pas si vous avez déjà, en tant que femme, fait le calcul de tous ces paquets de serviettes hygiéniques qu'on met chaque mois dans le caddie. Serviettes hygiéniques ou tampons, hein, chacun à sa maison. Mais en fait, du jetable, quoi. C'est énorme le prix parce qu'un paquet de serviettes hygiéniques, ça va coûter entre 2,50 € et 5 €. Une culotte menstruelle, aujourd'hui, on peut en trouver à partir de 30 €. Donc, en faisant la distinction quand même entre culottes de bonne qualité et de moins bonne qualité, comme tu disais. Exactement. Donc nous, je sais que chez Shonéad, on a des lingeries qui vont être entre 30-35 € jusqu'à 62 € pour la lingerie la plus travaillée, qui va être avec de la broderie, etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment selon ce qu'on souhaite. Mais finalement, l'investissement est moindre, sachant qu'il y a énormément de mutuelles qui remboursent aujourd'hui à hauteur de 25 €. Les culottes mensuelles. Voilà. Ok, ça c'est super bon à savoir pour le coup. Je n'étais pas au courant et je suis contente de le savoir. À tes yeux, quel a été du coup ton plus grand défi? Parce que tu es arrivée en 2018 sur un secteur qui ne parlait pas de règles, pas de protection, on ne parlait pas des protections féminines. Comme je disais tout à l'heure, on ne voyait que des personnes qui versaient des liquides bleus sur des serviettes. Et tu arrives avec un produit qui est hyper avant-gardiste, à un coût qui est totalement différent de ce qu'on peut trouver. Est-ce que ça a été dur de s'implanter en proposant quelque chose qui n'était pas commun à un prix qui était quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait trouver sur le marché Alors en fait, générale. En 2018, du coup, il n'y avait que des protections jetables. Ouais. Les protections lavables n'existaient pas. J'ai déposé la technologie en 2018, donc j'ai été la pionnière des marques de culottes menstruelles. Et finalement, le plus grand défi, en fait, pour moi, je ne sais pas lequel ça a été. Est-ce que ça a été de créer une marque en étant toute seule, en étant une femme, parce que là aussi, parfois, aux yeux de certains dans la société, on peut ne pas avoir les épaules assez fortes. Ou est-ce que le plus grand défi, ça a été d'éduquer toute la société avec mon idée complètement farfelue de faire Tu t'es senti cette tâche de devoir éduquer les personnes à qui tu vendais un petit peu ton projet, à qui tu présentais ton projet? Alors en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a 7 ans, j'avais encore cette innocence de me dire que tout était possible et que je lançais ma marque, que j'avais rien à perdre et que si ça fonctionnait pas, je prenais un CDI et voilà. Donc finalement, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui me suivaient dans tous mes projets. J'ai un prénom hyper atypique. Shonéad, c'est un prénom qui a été inventé par mes parents et je pense que ça m'a dicté un peu le chemin de ma vie. C'est que je me suis dit, j'essaie. Je fais quelque chose de novateur. Depuis que je suis petite, je fais ça pour plein de choses. Je faisais des bracelets dans la cour de récré que je vendais à mes copines. Enfin, j'ai toujours fait des trucs improbables. Et en fait, ça me définit. Et finalement, le défi aujourd'hui, 7 ans plus tard, je me dis, il est incroyable. Et je sais qu'aujourd'hui, les 2 défis, c'était de créer une boîte à cet âge-là, en étant solo, en étant une nana, et de me dire, OK, go, je me lance. Et en même temps, le défi d'expliquer à des personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Je dis bien ces âges-là parce que quand j'ai lancé la marque, le but, c'était de créer une marque pour les périodes délicates. J'insiste sur le mot période délicate, c'est-à-dire fuite urinaire, incontinence et menstruation. Donc, à accompagner toutes les femmes pendant toutes les périodes délicates de leur vie. Donc, en fait, du haut de mes 25 piges, j'arrivais en disant « Salut, vous avez 70 ans et voilà une lingerie, vous allez la laver plutôt que vos couches. » Enfin, c'est complètement absurde. Et finalement, je pense que c'était ça le plus grand défi, c'était d'éduquer la société et qu'elle me fasse confiance. Voilà. Une jeune fille de 25 ans qui chamboule tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que tu parles du coup de toi à 25 ans, innocente et se disant qu'elle allait changer le monde et que 7 ans après, tu étais cette rétrospective de toi. Et aujourd'hui, quels seraient du coup les plus gros défis aujourd'hui à une époque où du coup la culotte menstruelle s'est normalisée et où on en trouve un petit peu partout, quoi. Les plus gros défis aujourd'hui, je pense que
avec cette innocence un peu en moins, parce que forcément 7 ans d'entrepreneuriat avec des salariés, avec des ateliers, on travaille avec 14 ateliers en France, donc c'est pas anodin. Je suis plus toute seule en fait, donc il y a forcément énormément de personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent, et le plus gros défi aujourd'hui c'est de garder la société, de pouvoir la pérenniser et de lutter contre des gros qui ont voulu nous racheter, où j'ai pris le luxe de leur dire non. Du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, finalement, j'ai bossé pour trouver cette technologie-là. Je suis pas hyper cupide comme fille, donc j'ai pas voulu dire oui au rachat. Oui, et puis même, tu as fait ça toute seule, t'es venue avec tes gros bras et tu peux pas leur dire, non, je peux pas vous donner tout ce que j'ai fait comme ça. Il y avait ce côté, c'était vraiment une vraie fierté pour toi, ce que tu avais accompli. Tu n'avais pas juste créé un produit, mais pour le coup, tu avais changé les mentalités. Exactement. Et en fait, c'est là le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'avoir des gros groupes en face et de tenir la barre et de garder ces engagements, ces valeurs, où j'ai fait le choix d'une fabrication française, de redorer un savoir-faire français et d'utiliser des matériaux nobles. Donc oui, mes lingeries coûtent un peu plus cher. Je ne suis pas forcément aussi connue aujourd'hui quand on va dire la marque Shonéad. Il y en a très peu qui savent que c'est la pionnière, parce que forcément on a des gros groupes qui sont arrivés en face, qui n'ont pas les mêmes moyens. Mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, je pense, de redorer un peu ce savoir-faire et de faire attention aux compositions qu'on peut avoir dans des produits de toutes pièces finalement. D'autant plus que tu as gardé du coup les mêmes valeurs que tu avais il y a 7 ans aujourd'hui. J'ai jeté un petit coup d'œil sur tes réseaux et je vois que tu sensibilises toujours, que ce soit autour des règles, mais même autour de maladies qui touchent les femmes, comme l'endométriose, qui est une maladie qui touche énormément de femmes en France et dans le monde. Et je trouve ça beau le fait que, malgré toutes les épreuves que tu as dû traverser, tu aies gardé justement une continuité sur les valeurs de ta marque. Et en tout cas, félicitations pour ça. Merci. Aujourd'hui, si je te demandais quelle est ta plus grande fierté dans cette aventure, qu'est-ce que tu me répondrais ? Ma plus grande fierté dans cette aventure, question difficile. C'est pas la plus simple. Après, il peut y en avoir plusieurs. C'est pas la plus simple, mais si je devais en trouver qu'une seule, c'est de pouvoir avoir justement eu toutes ces femmes qui ont cru en moi, toutes ces femmes et tous ces hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Je me rappelle très bien d'un mail d'un homme qui m'a envoyé un message parce que sa femme venait d'accoucher. Il voulait lui offrir une surprise pour le postpartum, pour qu'elle ait des lingeries après l'accouchement. Et donc en fait, il a pris sur le lit en photo ses culottes avec une règle, avec les centimètres, et il nous demandait quelle taille il lui fallait. Et ça, c'est juste incroyable, parce que je pense que c'est la plus grande fierté que j'ai pu avoir aujourd'hui, c'est celle-ci. Et comme une femme aussi qui sortait d'une ablation d'un cancer du sein, et qui essayait au printemps de Rouen, ou aux Galeries Lafayette à Paris, je ne sais plus. Enfin bref, j'étais là à ce moment-là, on avait un corner, et qui essayait le soutien-gorge et qui me disait « Aujourd'hui, je me sens belle ». Donc c'est 2 grandes fiertés. J'imagine, ça va être hyper touchant. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'à l'issue de cet épisode, nos internautes retiennent, ou un petit conseil ? Un petit conseil, c'est de toujours regarder les compositions. C'est vrai qu'on est dans une société où la fast fashion existe, on a envie de changer de vêtements, on a envie de changer de plein de choses. Mais c'est pas pour être arriéré et revenir à avant, mais à l'époque, nos grands-parents, ils avaient un seul manteau en laine pour l'hiver, ça se passait très bien, et je pense que la composition est importante. Il y a un savoir-faire qu'on est en train de perdre en France, donc si on pouvait regarder la compo et s'intéresser un peu plus en détail dans les marques françaises et les soutenir, je pense que ça serait vraiment super chouette. Et sinon, qu'on retienne par rapport à ce podcast, c'est que toutes les femmes sont différentes, on a toutes des étapes de vie compliquées, mais en même temps des étapes de vie qui sont des étapes de vie, les premières règles, la première grossesse, le premier postpartum, les pertes aussi pendant les grossesses. Je pense que c'est important de retenir qu'on est toutes différentes, mais qu'on a tous ça, et que ça soit homme ou femme, les règles, c'est aussi ce qui nous permet de donner la vie, donc c'est pas tabou et on peut choisir nos protections intelligemment. Merci beaucoup, Shonéad, pour ton témoignage sincère et éclairant. À travers ton parcours, pour le coup, on comprend que parler des règles, c'est libérateur et que c'est important et que c'est un choix conscient. Dans le prochain épisode, une nouvelle voix viendra aussi murmurer ce qu'on entend trop peu. Alors en attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.